Sans détour, avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on reçoit l'autrice Maude Neveu-Villeneuve qui vient nous parler de son nouveau livre « Les différences invisibles ». On reçoit également Ikram El Kamouri de Filles autonomes pour parler de la prestation canadienne pour personnes en situation de handicap. Et on reçoit également Laurence Parent qui vient nous parler des élections municipales, des défis que ça emmène aux personnes en situation de handicap. Et on termine avec une revue de presse. Bonne émission! On commence l'émission avec l'autrice Maude Neveu-Villeneuve qui vient nous parler du livre « Les différences invisibles » qui est son nouveau livre sorti en 2025. Bonjour Maude. Bonjour. Donc, vous venez nous parler d'un livre qui s'appelle « Les différences invisibles ». Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là? Oui, c'est un livre qui est en fait publié dans la collection Radar aux éditions Éco-Société. Puis la collection Radar, c'est une collection d'essais destinés aux ados. Fait qu'en fait, c'est comme 15 ans et plus, là. Je pense que les adultes peuvent y trouver leur compte absolument aussi. Moi, j'aime bien lire les livres de la collection Radar. Donc, c'est un livre qui parle des handicaps invisibles, la neurodivergence, en fait, là. Et vous êtes autrice, donc, depuis longtemps. Vous avez sorti plusieurs livres, dont 3 romans aux éditions de ta mère. Et vous avez publié plusieurs nouvelles dans différents collectifs. Qu'est-ce qui est différent pour ce livre-là que vous venez de sortir? Ce qui est différent, c'est que c'est un essai. Oui. C'est pas un genre avec lequel je suis tant habituée que ça. J'ai écrit un court essai déjà une fois dans un collectif, mais c'est mon premier essai où j'écris toute seule, là. Et donc, vous écrivez surtout de la fiction jusqu'à aujourd'hui. Alors que là, ça ressemble un peu plus à votre... Ça se colle un peu plus sur votre quotidien dans ce livre-là, parce que vous avez vous-même là, certains défis par rapport aux handicaps invisibles. Oui, exactement. C'est ça, cette fois-ci, ça part de mon expérience personnelle, là. Je suis personnellement autiste de niveau 1, j'ai un TDAH, puis un haut potentiel intellectuel. Fait que tout ça ensemble se mélange pour créer un beau cocktail de neurodivergence et de défis aussi. Et qu'est-ce que votre livre apporte? Parce qu'il y a quand même une offre actuelle qui est importante par rapport au TDAH, à l'autisme, beaucoup, on en parle beaucoup, de plusieurs livres qui sont sortis par rapport à ça. Qu'est-ce que votre livre apporte de différent selon vous? C'est que c'est vraiment ciblé pour les ados, en fait. Il y a peu de livres qui sont faits pour les ados sur ces sujets-là, où en fait, c'est souvent des guides qui s'adressent peut-être un peu plus là, à un profil en particulier. Moi, je voulais vraiment parler des expériences vécues par des jeunes que j'ai interviewés, de mon expérience personnelle à moi, mais de brosser assez large pour que les ados neurotypiques et neurodivergents puissent en apprendre et soit se reconnaître ou apprendre à mieux connaître leurs amis neurodivergents. Est-ce que c'est encore un défi de faire connaître la neurodivergence? On en parle beaucoup, j'ai l'impression, dans les dernières années. C'est comme un sujet un peu à la mode. Par contre, est-ce que vraiment la société québécoise est rendue plus inclusive par rapport à ça ou est-ce qu'on a encore des défis? Bien, je pense qu'on est plus inclusif, certainement, mais je pense que beaucoup d'intervenants, des profs, des techniciens d'éducation spécialisée, tout ça, sont moins outillés sur les dernières, disons, découvertes, la recherche, la dernière version du DSM, là, le guide diagnostique. Puis je pense que pour travailler avec des jeunes neurodivergents, il faut aussi essayer d'être capable de vulgariser. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que mon livre amène pour ce public-là, mettons. Là. Oui, je confirme, votre livre vulgarise très bien, je l'ai lu, puis effectivement, c'est quand même très facile à comprendre, c'est peut-être plus
différent des livres qu'on voit dans ce type-là où on parle avec un langage qui est très scientifique ou très médical, alors que vous parliez beaucoup plus peut-être au niveau personnel, puis avec des phrases courtes, des chapitres courts également. J'imagine que ça, c'était un but là, pour vous de faire quelque chose qui était plus accessible. Oui, exactement, parce que j'avais pas la prétention de faire un essai scientifique. Je voulais pas que ce soit médical, justement, comme livre. Je pense que, tu sais, ce que j'amène, c'est vraiment plus dans l'expérience vécue. Est-ce qu'on a encore une vision trop médicale par rapport aux différences que vous nommez, donc l'autisme, il y a TDAH, il y a douance, peut-être moins avec la douance, parce que la douance amène quand même des avantages considérables et peut-être un peu moins de défis quoi qu'il y en a. Mais est-ce qu'on est encore trop médical dans notre vision au Québec de ces différenciations? Oui, du côté des troubles, justement, ce qu'on appelle des troubles, je pense qu'on est encore très médical. Je pense que si on pouvait parler de neurodiversité comme des profils distincts, des différences plutôt que des déficits, ça serait intéressant. Oui, parce qu'on voit ça comme étant, vous l'avez dit, un déficit, donc un manque de quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, donc qui sort de la normalité, alors que dans les faits, il faudrait apprendre à justement normaliser des profils qui sont différents. Exactement, oui, c'est ça. Donc, cette idée que, oui, il y a la normalité, il y a la norme dans le sens de la majorité, mais c'est pas parce que des gens s'éloignent de cette norme-là qu'il leur manque forcément quelque chose. Des fois, ils font juste fonctionner différemment. Et il y a aussi peut-être l'idée qu'il faut soigner ces gens-là, donc, et ramener la norme. Et vous en parlez un petit peu dans votre livre, et on en a parlé à cette émission aussi à quelques reprises, mais l'idée d'espèce de thérapie où on veut littéralement forcer, surtout les enfants, forcer un enfant à revenir dans le cadre et à revenir dans le moule et à l'emmener à avoir des comportements qu'on juge plus acceptables et à ne pas montrer de comportements qui sont vus comme étant hors normes. Oui, on va pousser beaucoup, en fait, les enfants puis les jeunes à camoufler leurs traits neurodivergents. Alors que ça, c'est nocif. On le sait là, maintenant que c'est nocif sur la santé mentale. Donc, en fait, on veut... Je pense que dans la plupart des cas, là, ça vient d'une idée qui pas une idée qui est positive, mais je veux dire de bonnes intentions, oui. Que l'enfant soit accepté dans un milieu qui est plus neuronormatif. Par contre, effectivement, vous l'avez dit, donc on se rend compte à quel point pour l'enfant, pour sa santé mentale, c'est difficile de camoufler autant. Puis ça devient ça cause des problèmes donc de santé mentale à plus long terme là, pour ces enfants-là. Oui, exactement. Puis je pense que, tu sais, quand on fait ça, c'est vraiment parce qu'on veut les aider à s'intégrer à la société, puis à pas être rejetés, puis tout ça, là. On veut éviter, c'est ça, qu'ils subissent un rejet particulièrement de la part des autres enfants, j'imagine, là, parce que on sait tous comment ça peut se vivre dans une cour d'école là, pour un enfant qui est différent. Donc, on veut leur éviter cette souffrance-là, ou du moins, c'est comme ça que je comprends. Par contre, on crée d'autres problèmes qui vont impacter sa vie, puis qui vont le pousser donc à avoir des problèmes et à devoir éventuellement peut-être dans certains cas même consulter ou avoir des problèmes médicaux plus tard. Là. Oui, c'est ça. Donc, finalement, on crée d'autres problèmes. Fait que je pense que, tu sais, peut-être qu'en sensibilisant davantage les gens à la différence, on aurait moins besoin de pousser à camoufler pour être accepté. Mais est-ce que c'est pas aussi, ce que j'entends, c'est de dire, est-ce qu'on change l'enfant ou est-ce qu'on change la société? T'sais, peut-être que c'est pas l'enfant qu'il faut changer, mais bien la société. Ça me fait penser un peu quand on dit, par exemple, tu sais, quand une plante ne pousse pas bien, on regarde l'environnement qu'il y a autour et on trouve le problème dans l'environnement plutôt que le problème sur la plante. C'est un peu la même chose avec les enfants, c'est-à-dire que au lieu de focusser sur l'enfant, il faut réfléchir à l'environnement qu'il y a autour. Oui, exactement. Puis c'est un peu l'objectif avec le livre, là, tu sais, c'est vraiment de donner des outils à l'environnement aussi, aux personnes neurodivergentes pour adapter leur environnement, mais aussi aux gens qui les côtoient pour s'adapter aux personnes neurodivergentes pour que finalement, tu sais, chacun fasse un peu son bout de chemin pour s'adapter à l'autre puis qu'on puisse travailler ensemble, tout le monde, tu sais.
Est-ce que vous voyez une différence, je l'ai dit, dans les dernières années, on en parle beaucoup. Est-ce que les gens vous semblent plus éduqués, plus sensibles et plus peut-être plus patients, plus ouverts à la différence maintenant qu'on en parle beaucoup plus? Je pense que oui, mais je pense que ça a deux effets potentiels. Soit les gens sont plus ouverts, plus éduqués, plus sensibles, soit ils ont l'impression que c'est un effet de mode puis ça leur tape sur les nerfs. Ah oui, OK. Donc, il y a des gens qui sont comme « Ah oui, mais ça, c'est juste des étiquettes pour être à la mode », alors que d'autres vont dire « Ah oui, OK, j'ai pris le temps d'écouter puis d'apprendre. » Oui, qui rejettent en fait l'idée d'un diagnostic comme quoi ces enfants-là, ces personnes-là n'auraient pas de besoins particuliers, mais font ça pour être à la mode ou auraient reçu, entre guillemets, de faux diagnostics parce que c'est à la mode, puis qu'on fait pas confiance finalement aux personnes... aux spécialistes qui font ces diagnostics-là, alors que c'est quand même difficile d'avoir un diagnostic et ça prend des gens qui sont formés en conséquence. Là. Oui, puis c'est tout un parcours, là, surtout comme adulte pour avoir un diagnostic, mais même comme enfant, c'est vraiment beaucoup d'étapes. Puis si on rencontre plusieurs spécialistes, puis donc ça se fait pas sur le coin d'une table. Là. Est-ce qu'il y a aussi, on le voit depuis la COVID, entre autres, un espèce de non-reconnaissance de la science ou de pas faire confiance à la science. On a comme tout un aile qui s'est développé par rapport à ça. Est-ce que c'est ça aussi qui ressort selon vous? Ah, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça se peut effectivement que cette méfiance-là s'étende au diagnostic de neurodivergence. Ça serait à voir, évidemment, je dis ça, voilà, c'est une idée qui me vient, mais je suis pas spécialiste de la question. Ce serait une question à pousser. Pour revenir à votre livre, pour ceux et celles qui sont donc intéressés à en connaître un peu plus sur les différences invisibles, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Il est disponible dans toutes les librairies, donc distribué en Europe aussi, mais donc au Québec, partout où on vend des livres qui n'est pas un Jean Coutu. Ah, oui, bon point. On ne le trouvera pas chez Jean Coutu. Non, c'est ça. Donc, c'est pour les monsieur, dames qui aiment beaucoup les Jean Coutu, j'imagine qu'ils sont très déçus, mais sinon, on va aller ailleurs. Ça va, on va s'adapter à ça. Et de votre côté, en tant qu'autrice, en tant que vous êtes également le professeur dans un cégep, donc en littérature. Quels sont vos futurs projets? En ce moment, j'ai un album jeunesse qui est en train d'être illustré, que j'ai coécrit avec Maxime Raymond, qui est le directeur littéraire aux éditions de ta mère, qui est aussi mon mari. Donc, voilà, on a écrit un livre ensemble. Ça, c'est le prochain qui s'en vient. C'est quand même un beau projet de couple. Est-ce qu'on retourne à ce moment-là vers quelque chose qui ressemble plus à ce que vous faisiez dans le genre littéraire d'avant, ou est-ce qu'on... Oui, c'est de la fiction. C'est un album qui parle de la radio, en fait. Oh. Oui. Ça met en scène une petite fille qui aime beaucoup la radio. Comme moi. Oui, exactement. Ça doit être moi, Maude, qui vous a inspiré ça quand on s'est vu là, pour notre balado, parce que vous avez fait partie de la saison 1 du balado Puis toi, ta journée. On avait eu quand même une longue conversation, 60 minutes là, par rapport aux différences et à votre parcours qui est quand même singulier parce que vous avez été diagnostiqué à l'âge adulte avec tous les défis que ça comporte. Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté, le balado est disponible sur le site de Canal+. Mais oui, donc, on a hâte de voir ce qui va arriver avec votre livre que vous avez écrit donc et illustré avec votre mari. Et j'imagine que sinon, au niveau de l'enseignement universitaire, vous aurez quelques belles sessions qui vont être remplies de projets avec vos étudiants. Oui, je suis aussi prof ressource au service d'aide et d'accueil et d'inclusion pour les étudiants en situation de handicap. Donc, je travaille pour le tutorat adapté pour ces étudiants-là. Donc, vous vous donnez quand même comme mission de mieux... je ne vais pas parler pour vous, en fait, mais vous sembliez vous donner comme mission de mieux intégrer les personnes qui ont des difficultés ou qui ont des différences tant dans la société que dans le milieu scolaire. Oui, vraiment. Je pense que c'est un objectif personnel. C'est super. En fait, je pense que c'est une façon, puis vous le dites dans votre livre,
d'emmener du positif dans tout ça, puis de changer quelque chose qui est vu comme une faiblesse ou comme un manque vers quelque chose qui est positif puis qui peut apporter à la société. Donc, je pense que c'est une belle façon de voir ça. Mais merci. Maude Neveu-Villeneuve, vous êtes donc autrice et vous venez de sortir en 2025 le livre Les différences invisibles aux éditions Éco-Société. Donc, pour ceux que ça intéresse, le livre est disponible en ce moment et on attend de voir vos futurs projets en tant qu'autrice et d'autres projets peut-être autour de la culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On rejoint maintenant Ikram El-Kamouri de Fin Autonome qui vient nous parler du budget fédéral de l'équipe de Mark Carney. Bonjour, Madame El-Kamouri. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci. Parlez-nous d'abord de ce qu'est Fin Autonome. Donc, Fin Autonome, c'est un organisme à but non lucratif, donc un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes en situation de handicap et leurs proches aidants. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les personnes à aller chercher toutes les aides financières auxquelles elles ont le droit, donc auprès du gouvernement fédéral et provincial. Donc, tous nos services sont gratuits. On fait de l'accompagnement administratif. Bientôt, on va commencer à faire de l'accompagnement budgétaire, donc pour vous aider avec tout ce qui est impôts, déclaration de revenus. Et on donne des conférences en ligne, en présentiel, en partenariat avec des organismes. Et on donne aussi, tous nos services sont aussi là pour tous les francophones du Canada. Donc c'est ça, Fin Autonome. Est-ce que ce sont des services qui sont gratuits? Oui, c'est ça que j'ai mentionné. Tous nos services sont complètement gratuits. Et donc, revenons au budget fédéral de Mark Carney qui a été sorti donc à la fin de 2025. Votre directrice générale, Pascale Pilon, a publié donc sur le site internet là, de Fin Autonome sa vision des choses par rapport à ce budget fédéral-là qui disait, grosso modo, donc qu'on a des avancées, mais qui manque aussi qui manque aussi un peu de viande, de matière par rapport aux personnes en situation d'handicap et de mesures pour les personnes en situation de handicap. Vous pensez quoi chez Fin Autonome du budget fédéral qui a été proposé par M. Carney?
Je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est pas quelque chose que je me suis attardée sur ça. Mais je peux vous parler de la prestation canadienne pour personnes handicapées qui a pris rigueur en juin-juillet dernier. Mais sinon, par rapport à tout ce qui est nouveau je pourrais pas m'attarder sur ça aujourd'hui avec vous en fait. Par rapport à la prestation, donc pour personnes en situation de handicap qui a été mise sur place là, par le gouvernement fédéral, qu'est-ce que votre gouvernement, qu'est-ce que votre Fille autonome en a pensé en fait? Qu'est-ce que ça vient combler comme besoin? Mm-hmm. Oui, donc cette prestation, en fait, elle comble une lacune dans le filet de sécurité sociale du gouvernement, donc entre l'allocation canadienne pour les enfants et la sécurité de la vieillesse pour les personnes en situation de handicap, parce qu'elle vise à compléter et non pas à remplacer les mesures provinciales et territoriales de soutien du gouvernement, du revenu, pardon. Et en fait, c'est vraiment pour les adultes entre 18 à 64 ans. Donc c'est quelque chose, il y avait des prestations pour les enfants et il y avait une prestation de sécurité de la vieillesse, mais il n'y avait rien pour les adultes, donc de 18 à 64 ans. C'est cette lacune-là qu'elle vient combler. C'est une prestation qui peut aller jusqu'à 2 400 $ par an, dépendamment de votre revenu, soit 200 $ par mois. Ce qui est intéressant pour des personnes qui ont des problèmes financiers. Donc c'est pas mal ça. Oui? Pardon. Est-ce que 200 $ par mois, c'est suffisant selon Fille autonome là, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap? Mais en fait, cette prestation, c'est une prestation qui s'ajoute à plusieurs autres programmes. Donc, cette prestation, elle est... je pourrais pas me positionner si c'est suffisant ou pas, mais en fait, il faut savoir que c'est pour des personnes qui sont en difficulté financière, premièrement, qui ont été admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, il y a plusieurs autres programmes qu'on peut aller chercher, mis à part la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Il y a plusieurs crédits, des allocations. Si on veut, par exemple, retourner aux études, allier et travail et études. Donc, je dirais qu'il y a vraiment plusieurs programmes. Nous, ici, chez Fille autonome, on dit aux personnes de toujours commencer par le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH, parce que c'est lui qui donne accès et qui ouvre la porte, en fait, aux autres programmes et aides financières. Donc, c'est sûr que si on vient chercher tous les programmes auxquels on a le droit, ça aide et ça améliore le bien-être financier de chaque personne. Et c'est souvent, je pense, une question d'accessibilité dans l'optique où les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit à ce type d'allocation ou ne savent pas, en fait, que les allocations existent. Oui, exactement. Le souci principal qu'on rencontre, c'est que plusieurs personnes ont le droit à ces allocations, à ces programmes, prestations, crédit d'impôt, tout ça, c'est en gros pour dire qu'on a des versements d'argent. Que ce soit, par exemple, certains programmes, c'est plus, ça diminue nos crédits, mais dans tous les cas, ça nous allège notre charge financière. Et effectivement, il y a plusieurs personnes qui en ont le droit, mais qui ne le savent pas. Donc, être en situation de handicap, être considéré comme une personne en situation de handicap pour le gouvernement, c'est une personne qui présente des limitations dans sa vie quotidienne, donc dans des activités de la vie quotidienne comme marcher, entendre, voir, tout ça, pendant au moins 12 mois.
Et ces limitations, c'est en gros, si ça nous prend 3 fois plus de temps, ou si c'est 3 fois plus difficile pour nous d'effectuer des tâches de la vie quotidienne, comme s'habiller, aller aux toilettes, se concentrer, donc toutes les fonctions mentales, le jugement, la concentration, la mémoire. Donc certaines personnes ne sont pas au courant qu'ils sont en situation de handicap. De même que il y a aussi des programmes aussi pour les proches aidants. Donc c'est effectivement très large. Il y a la vision là, du gouvernement là, fédéral par rapport à ce qu'est considéré comme étant en situation de handicap. Oui, exactement. C'est très large. C'est vraiment un spectre très large. Donc, dépendamment de comment on est touché, on peut être considéré comme une personne en situation de handicap si nos limitations, comme je vous ai dit, sont prolongées, donc qui sont présentes pendant 12 mois au minimum. Et s'il y a le critère de ça nous prend 3 fois plus de temps ou 3 fois plus, ou si c'est 3 fois plus difficile, donc faire des activités de la vie de tous les jours, en fait. Donc moi, si une personne est en doute par rapport à ça, j'invite toutes les personnes à contacter Fin Autonome pour comprendre déjà est-ce qu'ils sont en situation de handicap et quelle aide financière ils peuvent venir chercher du gouvernement. Oui, en cas de doute, vaut mieux demander donc à des personnes qui s'y connaissent, qui peuvent nous aider avec ça et nous montrer le chemin pour avoir droit à toute l'aide financière pour accéder en fait à toute l'aide financière auquel on a le droit. Donc, Madame El-Kamouri, merci d'avoir été avec nous. Et merci de nous avoir éclairé donc sur les prestations et les droits des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous joindre pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient besoin de communiquer avec vous? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez nous joindre. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via notre site web chez finautonome.org. Sinon, vous pouvez nous joindre par téléphone en tout temps, donc de 9h à 16h tous les jours de la semaine. Donc au 1-833-866-7334. Donc il nous fera plaisir de vous accompagner. Donc comme j'ai mentionné, Fin Autonome, on est vraiment là pour aider les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants à accéder aux aides financières auxquelles elles ont droit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. Maintenant, on rejoint Mme Laurence Pellerin, qui est conseillère d'arrondissement pour le district de Lorimier, Plateau-Mont-Royal, vice-présidente de la Société de transport de Montréal et présidente de la Commission permanente sur les transports et les travaux publics. Bonjour, Mme Parent. Bonjour. On vous appelle là, pour parler des élections municipales qui ont lieu donc en novembre 2025 et du défi par rapport à la représentation des personnes en situation de handicap. Parlons d'abord, parce que c'est en deux volets, là, parlons d'abord de représentation des personnes en situation de handicap au sein donc des équipes qui se présentent. Il y a peu de candidates en situation de handicap qui sont dans les équipes. Mm-hmm. Oui, ben effectivement, mais dans le fond, comme vous savez, le handicap, c'est sûr que c'est une situation où on peut la voir ou la considérer lorsqu'elle est dite. C'est sûr que moi, je me déplace en fauteuil roulant, donc j'ai même pas besoin de le dire rapidement. On me considère comme une personne handicapée et moi-même, je le déclare bien ouvertement, mais il y a des handicaps invisibles aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile de se prononcer. Là, moi, je serais pas à l'aise de vous dire exactement combien de candidats officiellement il y avait en 2025 aux élections municipales à Montréal, parce que peut-être des gens qui l'ont pas dit, il y a peut-être des gens, bon, vous comprenez, pour toutes sortes de raisons, mais officiellement,
c'est sûr que moi, dans mon équipe politique, nous étions 2 candidats handicapés. Dans l'équipe de Madame Soraya Martinez-Terrada, à ma connaissance, il n'y avait pas de candidats. Mais dans quelques jours, il y aura les données ouvertes parce que les candidates doivent remplir un document d'auto-déclaration si on fait partie d'une minorité visible, si on a un handicap. Et dans quelques semaines, on aura les résultats. Les données officielles des différents partis politiques et des candidatures des personnes élues, en fait. Là. Ce sera donc plus facile de le voir à ce moment-là, mais comme vous dites, il y a des gens qui ne mentionnent pas ou qui ne se considèrent pas en situation de handicap. Donc, c'est dur, effectivement, d'avoir des données très précises. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'effectivement, il y a quand même peu de représentation là, au sein des partis politiques. Quand on parle de la population en situation de handicap, on parle d'environ 10% de la population de façon générale. Ça touche environ le 20% au Québec et on n'atteint pas là, ces quotas-là dans des équipes municipales. Pourquoi, selon vous, là, les personnes en situation de handicap peinent à se présenter comme candidate aux élections municipales? Mm-hmm. Ben, vous faites bien de souligner, effectivement, on voit une sous-représentation qui est flagrante, là, que la personne le déclare ou pas. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs obstacles. C'est sûr que participer à la vie politique, ben, se présenter en politique, là, tout le monde le dit, hein. Je pense que dans cette campagne-ci municipale, on en a beaucoup parlé, à quel point est-ce que ça allait vraiment vouloir de se présenter en politique en 2025. C'est quand même des territoires qui peuvent être assez hostiles. Tu sais. Puis là, ensuite de ça, ben, quand on ajoute certains éléments, qu'on veut penser aux femmes, ben ça vient avec malheureusement encore certaines attaques misogynes, sexistes. Mais quand on a une personne handicapée, ça peut venir également avec certaines formes de discrimination au sein même des partis politiques. Les partis politiques, les humains qui sont dans les partis politiques peuvent eux-mêmes avoir des préjugés envers les personnes handicapées. Puis ce qu'on sait avec le handicap, c'est que souvent, c'est pas nécessairement les gens ne sont pas ouvertement, moi, je n'aime pas les personnes handicapées. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Mm-hmm. Donc, c'est rare les personnes qui n'ont aucun préjugé envers les personnes handicapées. En fait, moi, je pense que ça existe pas tant. Même les personnes handicapées elles-mêmes peuvent avoir des préjugés face à d'autres handicaps. Moi, je me déplace en fauteuil roulant, je pourrais avoir des préjugés envers une personne aveugle si je connais pas cette réalité-là. Donc, il y a beaucoup de ça. Tu sais, les préjugés sont très, très, très importants. Après ça, les personnes handicapées elles-mêmes peuvent se dire, ben c'est pas pour moi. Je vois pas de politiciens, de politiciennes handicapées. C'est pas un environnement qui m'est accessible. Je serais peut-être pas capable de faire le travail. Dans certaines municipalités au Québec, les hôtels de ville sont même pas accessibles. Oui, ça c'est un bon point. Ou mettons une personne sourde qui va avoir besoin d'un interprète avec elle, mais que quand on commence, c'est très, très difficile d'avoir les budgets. Mettons, par exemple, pour une personne qui voudrait se porter candidate, c'est vraiment un chemin très, très, très compliqué, là. Donc, il y a plusieurs obstacles. Les obstacles, une absence d'accompagnement clair, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne handicapée qui veut se lancer dans une campagne électorale? Est-ce qu'il y a des budgets pour l'aider à avoir, par exemple, ça peut être un accompagnateur, comme je le mentionnais, ça peut être un interprète. Donc, ce soutien-là, il reste encore c'est très difficile à aller chercher quand c'est un parti politique plus organisé et plus riche, si je peux le dire comme ça. Ça peut être plus facile, mais même à ça, la politique, c'est un milieu où ça va vite, où on recherche la performance. Donc, les normes, on pourrait dire que les normes sont très capacitistes. Donc, d'investir un monde qui fonctionne sur certaines normes qui sont très difficiles à performer pour n'importe qui. Je pense que n'importe qui n'a pas de handicap, faire une campagne électorale, c'est très, très, très exigeant. Mais quand en plus on part avec des obstacles, des réalités différentes, c'est très difficile. Oui, vous faites bien de le dire. Puis c'est une roue qui tourne, hein, parce que vous l'avez dit, là, les gens ne voient pas de représentation du handicap dans les candidats, donc ne se sentent pas interpellés ou sentent qu'ils
pas qu'ils ont leur place. Donc, ça fait un cercle vicieux. Si on parle maintenant de l'accessibilité du vote pour les personnes en situation de handicap, c'est encore un défi, là, même en 2025, là, pour les personnes en situation de handicap, d'aller voter, là, d'exercer leur droit de vote. Oui, tout à fait. Moi, ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans ce milieu-là. Il y a quelques années, on avait des lieux qui officiellement n'étaient même pas accessibles, là, par exemple en fauteuil roulant. Maintenant, je pense que c'est la première année aux élections à Montréal où tous les bureaux de vote officiellement étaient accessibles en fauteuil roulant. Ensuite de ça, est-ce que ça a été le cas dans la réalité? Je ne pourrais pas vous dire, je l'espère. Moi, j'ai entendu l'histoire d'une personne aveugle qui avait eu de la difficulté, qui s'est présentée à son bureau de vote, puis qui n'avait pas le matériel nécessaire pour pouvoir voter en toute confidentialité. Encore en 2025, ça arrive encore effectivement. Donc, c'est sûr qu'on peut présumer que si on arrive pour voter, qu'on vit de la discrimination, ben ça envoie le message là, que la politique, c'est pas un monde qui, pour nous, pour certaines personnes, ça peut donner le courage et la rage nécessaire pour dire je vais m'impliquer, je vais me lancer, je vais foncer. Mais pour d'autres personnes, ça peut être vraiment un signe de plus qu'on fait pas partie de la société, que ça ne nous concerne pas. Puis je pense aussi que c'est ça, c'est que je pense qu'on n'a pas encore vu le handicap, les personnes handicapées comme un groupe à part entière dans la société. Où, si on fait une campagne électorale puis qu'on parle pas d'accessibilité, qu'on parle pas d'enjeux qui touchent plus spécifiquement le handicap, mais que c'est un problème, malheureusement, on n'est pas rendu là. Il y a certains groupes qui ont réussi, là, je pense, à se faire voir davantage. On peut pas faire une campagne électorale sans aborder certaines questions. Malheureusement, encore aujourd'hui, je pense que c'est possible de faire une campagne puis de ne pas aborder ou d'aborder de façon peut-être un petit peu plus superficielle ces enjeux-là, alors que c'est quand même des gens qui représentent un bon pourcentage de la population, c'est quand même des gens qui ont un pouvoir puis qui vont aller voter. Donc, il faudra faut définitivement s'améliorer dans ce sens-là, mais encore beaucoup de chemin pour qu'on comprenne que le handicap et que ces enjeux-là, ce sont des enjeux politiques. Tu sais. Est-ce qu'on en a assez parlé de l'handicap et de l'accessibilité universelle lors des élections municipales, selon vous? Ben, c'est sûr que moi, en tant que personne handicapée, vous en avez parlé beaucoup, là. Oui, c'est ça, moi j'en parle, puis c'est sûr que pour répondre à votre question, ma réponse va être non, parce que moi je pense qu'il faut en parler encore plus, pour faire des liens, qu'on parle, dans le fond, tous les sujets peuvent toucher le handicap, donc si on fait une annonce, par exemple, sur, je dis n'importe quoi, sur un parc, mais ça peut être l'occasion de mentionner de quelle façon est-ce que ce parc-là va être accessible. Donc, tu sais, il y a plein de façons de l'intégrer dans les différents messages, dans les différentes annonces. C'est sûr que du fait qu'on est, comme je vous dis, à Projet Montréal, on était deux candidats. Il y avait Clément Badra dans Snowden, moi sur le plateau Mont-Royal. C'est sûr que nous, on a beaucoup travaillé avec des militants au sein même de notre parti pour qu'il y ait des engagements en accessibilité universelle. Donc, il y en avait dans la plateforme de Projet Montréal parce que il y avait un petit groupe de personnes qui a porté ça avec des alliés, mais ce qu'on voit en général, c'est que s'il n'y a pas des personnes principalement concernées dans les différents partis, on risque malheureusement que ça se traduise pas nécessairement de façon réelle dans les plateformes électorales. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais Dieu merci, il y a des militants, des militantes qui portent le message et qui font changer les choses, même si ça change lentement. Puis on fait encore face à des situations, évidemment, qui sont inacceptables là, par rapport, entre autres, au droit de vote. Là. Mais Dieu merci, c'est ça. Il y a des gens qui font changer les choses, souvent des citoyens, des citoyennes qui le font vraiment parce qu'ils s'en donnent à la mission. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Laurence Parent, et d'avoir parlé d'accessibilité et continuer justement là, votre travail parce que vous faites partie des gens qui portent ce message-là haut et fort et depuis plusieurs années, bien avant d'être conseillère d'ailleurs à Montréal. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour votre travail important.
Merci à vous. Vous êtes donc conseillère d'arrondissement au district de Lorimier-Piato, donc à Mont-Royal, aussi vice-présidente de la Société de transport de Montréal et présidente de la commission permanente sur le transport et travaux publics. Merci d'avoir été avec nous, puis à vous souhaite bonne chance dans votre mandat et dans la suite de vos projets. Merci, à la prochaine. Bye bye. On parle maintenant de la revue de presse. On commence avec l'Université de Montréal qui dévoile les lauréats de son concours international sur l'accessibilité au CEPSUN. Le CEPSUN, en fait, c'est un centre sportif de l'Université de Montréal, donc où s'entraînent les athlètes des différents groupes sportifs de l'université. Également, où s'entraînent les étudiants et les étudiantes, parce qu'ils ont le droit d'accéder
aux établissements sportifs, là, donc de l'UDM. Mais la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal a dévoilé les projets qui ont été primés à l'issue de son grand concours Tous ensemble au centre sportif, qui est un concours international où les gens devaient donner des idées d'aménagement pour favoriser l'accessibilité universelle dans les installations de l'Université de Montréal qui n'ont pas été donc pensées comme étant en accessibilité universelle parce qu'ils ont été, donc Exception a été inauguré en 1976, donc n'a pas été pensé en termes de handicap au sens large. Donc, en mai 2025, la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal a lancé un concours Tous ensemble au centre sportif pour avoir des idées, en fait, pour améliorer l'accessibilité des installations de l'Université de Montréal, particulièrement des installations sportives de l'université, et ont remis des prix pour les étudiants et les étudiantes qui s'étaient démarqués par leurs idées ingénieuses, innovantes par rapport à l'accessibilité universelle du centre sportif. On avait un jury qui reconnaissait l'excellence de la qualité en fonction de l'innovation, des principes de design, de l'équité, de l'accessibilité invisible et de la présentation et de la cohérence des projets. Donc, on avait trois grands thèmes. Donc, l'expérience 1 qui était de se rendre au point d'accès du centre sportif, donc de rendre le centre sportif en tant que tel, en tant que bâtisse accessible pour tout type d'handicap. L'expérience 2 qui était assister à un match dans le stade, donc dans le stade de football de l'Université de Montréal, parce qu'on sait avec les gradins, de la façon dont c'est fait actuellement, ce n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, il y a plusieurs marches pour se rendre jusqu'au stade. Donc, ce n'est pas actuellement accessible. Non seulement les gradins, mais l'installation en tant que telle, pour se rendre, il y a une bonne quelques dizaines de marches. Et l'expérience 3 était de se baigner dans la piscine du centre sportif, donc de rendre la piscine accessible à différents types d'handicap. Bien sûr, on parle du handicap en mobilité, mais aussi d'autres handicaps. Donc, il y a eu quand même 80 propositions qui ont été retenues qui vont aider à avoir des idées pour l'Université de Montréal pour éventuellement être capable de rendre le Septum plus accessible aux différents handicaps. C'est évidemment le but de tout ça, bien qu'il n'y ait rien qui ait été annoncé officiellement là, en termes de rénovation pour le Septum, mais on espère pouvoir vous dire dans les prochains mois que des projets qui ont été entrepris grâce aux idées des étudiants, des étudiantes à l'international et au Québec à la Faculté d'aménagement. On continue avec le stress et les personnes âgées. On a une intervention, oui, novatrice qui fait diminuer le stress. Une équipe toujours de l'Université de Montréal qui est composée de Marie-Josée Richer et de Pierrick Pusquel de l'École de psychoéducation ainsi que de Sébastien Grenier du département de psychologie et de Sonia Hupien du département de psychiatrie et d'addictologie qui ont dévoilé les résultats d'une étude sur la résilience face au stress des personnes âgées. Ça a été publié dans la revue Frontières et Psychologie. En janvier dernier, ils mettent en lumière les effets bénéfiques du programme d'intervention sur 6 semaines au stress, donc au-stress, destiné à renforcer la santé émotionnelle des personnes aînées. On a eu 170 participants qui avaient en moyenne 76 ans qui ont participé et on a révélé que les sujets qui utilisaient le programme au stress sur 3 semaines avaient un avantage au niveau de la diminution du stress, c'est qu'ils souffraient moins d'anxiété. Au niveau de cortisol diurne, donc le cortisol qui est l'hormone du stress était significativement réduit pour les personnes qui ont participé
au programme. Donc, c'est un programme qui était conçu d'abord pour les adolescents, mais qu'on a adapté pour les personnes âgées en se disant que les personnes âgées pouvaient en bénéficier parce qu'on sait que le vieillissement pour les personnes est un sujet particulièrement anxiogène. Les personnes en situation de vieillissement, donc, sont particulièrement stressées et développent des problèmes de santé mentale, entre autres dus à l'isolement et au stress. Donc, on espère que ce programme-là pourra même être amélioré et faire donner des idées à d'autres programmes pour encourager donc les personnes âgées à participer à ce type de programme-là et à descendre le taux de stress, ce qui va éventuellement là, aider à avoir moins de problèmes au niveau psychologique, au niveau physique pour les personnes vieillissantes. Dans le même ordre d'idées, on a Emilia, qui est un programme pour accompagner les personnes aînées dans leur parcours domiciliaire. Donc, l'outil Emilia, c'est un guide qui a été fait pour une personne âgée, pour les personnes âgées, pour les aider à leur réflexion entourant leur milieu de vie actuel et futur. Donc, Emilia, pour explorer son milieu de vie aîné aujourd'hui et pour l'avenir, c'est ce que veut dire les lettres du mot Emilia. Et en fait, ce que ça permet, ce guide-là, c'est de se poser des questions, amorcer la réflexion, prendre conscience de ses besoins en tant que personne vieillissante. Il y a la deuxième étape de ce guide-là, c'est partir ou rester, donc évaluer les options selon sa réalité. De rester, donc, favoriser un maintien à domicile ou de prioriser, donc, le fait de déménager dans un endroit qui est mieux adapté à nos besoins. Et il y a un troisième volet, vous l'aurez deviné, c'est partir où? Donc, explorer les milieux de vie possibles et se préparer à ce changement de milieu de vie-là, parce qu'on sait hein, que pour les personnes âgées, ça peut être extrêmement difficile. De faire cette transition-là. Donc, c'est un guide qui est disponible sur Internet, à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour les accompagnants. Soit pour les gens de la famille, soit pour les accompagnants qui sont en soutien à domicile, par exemple, ou qui sont des professionnels autour de la personne pour mieux la guider par rapport à ses soins de domicile et à savoir s'il y a un maintien à domicile est possible et si c'est vraiment ce que la personne veut ou si on peut envisager d'autres options qui répondent mieux à ses besoins. Toujours en mettant évidemment la personne âgée au centre de ses décisions. On a d'ailleurs favorisé donc la conception de ce programme-là avec des personnes âgées pour mieux comprendre leurs besoins et pour respecter leur vision. Et toujours dans le même ordre d'idées, on a un article qui est sorti donc dans Le Devoir qui parle des difficultés pour les personnes LGBTQ+, de vieillir en résidence pour personnes âgées. Ces personnes-là ont de la difficulté à s'affirmer en tant que personnes de la minorité LGBTQ, soit parce qu'elles ont peur d'être discriminées à l'intérieur d'une résidence pour personnes âgées. Elles ont peur des jugements des autres résidents-résidentes ou même, et ça, c'est bien triste, des jugements du personnel. Donc, on parle du fait de retourner dans le garde-robe, entre guillemets. Donc, il y a des personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne dévoilent plus leur orientation sexuelle ou leur préférence de genre, leur identité de genre, pour éviter de se faire discriminer à l'intérieur des résidences pour personnes âgées. Il y a une forte volonté des personnes de la communauté LGBTQ+, de rester à la maison. Évidemment, c'est le cas de beaucoup de personnes âgées, mais on le voit d'autant plus chez les personnes de cette diversité-là parce que, justement, elles ont peur du jugement et du jugement, donc, des gens qui vont habiter avec eux et du personnel soignant. On voit également des gens qui omettent d'aller à des rendez-vous médicaux
à des rendez-vous de santé parce qu'ils ont peur d'être jugés par rapport à leur mode de vie, à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Et c'est encore le cas, donc oui, en 2025. Et la Fondation Émergence donne depuis 15 ans des formations dans les milieux pour aînés pour essayer de mieux faire comprendre cette réalité-là à des gens pour qui c'était pas la réalité, il y a plusieurs dizaines d'années et qui ne sont peut-être pas à l'aise avec le fait de parler de ça. Ils ne comprennent pas nécessairement les réalités des personnes LGBTQ+. Donc, on essaie d'ouvrir les frontières pour essayer d'améliorer les soins aux personnes LGBTQ+, et aussi leur capacité à s'affirmer, leur volonté à s'affirmer dans ce qu'elles sont, parce que encore une fois, ça crée des problèmes de santé mentale pour ces personnes-là, ça crée de l'isolement, ça peut même créer des problèmes de santé physique si ces personnes-là ne sont pas reçues et ne sont pas accompagnées dans des milieux et des soins de santé dont elles ont besoin par peur d'être discriminées par un personnel soignant ou par des gens dans leur domicile. Donc, c'est un sujet dont on parle peu et qui pourtant est essentiel parce qu'en 2025, il me semble que les personnes âgées ne devraient pas subir cette pression-là, en plus de toutes les autres pressions qu'elles subissent dans le fait de vieillir et d'entrer dans un domicile pour personnes aînées. Donc, c'était tout pour la revue de presse. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine à Sans détour et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.